On a aujourd'hui la chance de recevoir Christophe Degrave, qui est un CEO et fondateur d'une société de la région de Charleroi. On se trouve dans quel contexte ce matin? On se trouve dans le contexte d'Ecofin Startup. Ça consiste en quoi? En quelques mots. On est aujourd'hui en petit comité, il y a une quinzaine de personnes autour de la table. Alors, 80% des conférences auxquelles on assiste sont basées sur un seul mot, le comment. Aujourd'hui, on ne va pas parler du comment, on va parler du pourquoi. Et quand je dis le pourquoi, c'est pourquoi Christophe Degrave a décidé un jour de devenir entrepreneur sur base de son ADN. Il a créé une culture d'entreprise, un ADN très fort, avec également une société qui partage ses valeurs et une vision sur le long terme. Donc, au niveau de cette Ecofin Startup, notre idée, c'est véritablement de faire le trait d'union entre, d'une part, la fougue de la jeunesse, qui est important en termes de vitalité, parce que sans jeunesse, on n'a pas cette envie, ce dynamisme, ça se passe surtout dans la tête au départ. Et d'autre part, je dirais, l'expérience de la sagesse. Alors, juste avant que je passe la parole à Christophe, que je remercie vivement pour sa présence, je voudrais citer deux messieurs très connus, et je trouve que ces deux citations sont assez complémentaires. Donc on a un certain Winston Churchill d'un côté qui nous dit la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je partage clairement le point de vue, il y a l'histoire de l'essai-erreur qui est très importante. Tant qu'on ne sort pas de la zone de confort, on n'arrive pas à atteindre cette fameuse zone magique à l'arrivée. Alors il y a un autre monsieur qui s'appelle Einstein qui complète la première citation, parce que c'est beau d'aller d'échec en échec, mais à un moment donné il faut quand même un alignement. Et il y a cette fameuse citation d'Einstein avec l'histoire du poisson. Si vous jugez un poisson à la façon dont il grimpe à un arbre, il va se considérer totalement inapte toute sa vie. Et je pense que des deux, il y a moyen d'apprendre beaucoup de choses. Et en fonction du partage d'expérience avec Christophe aujourd'hui et de son ADN, on va pouvoir avoir la chance d'interagir. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une belle conférence. Merci. Quelle introduction? Tu t'imagines la pression que tu mets sur mes épaules maintenant? Voilà, c'est fini. Bon, c'est terminé, on rentre. On arrête le Facebook Live, c'est terminé. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que personne ne vous a forcé à être ici? C'est vrai? Allez, venez vous exprimer. Alors, je suis vraiment super content d'être là aujourd'hui avec vous pour plusieurs raisons, mais aussi pour une raison, entre autres. Donc, mon prénom, c'est Christophe et mon nom, c'est Degrave. J'ai la chance d'être le CEO d'une société depuis presque 20 ans. En mars, ça fera 20 ans, qui s'appelle Underside et qui est effectivement située du côté de Gosselies, donc dans l'aéropole, où on a fait construire notre bâtiment il y a 3 ans. Et pourquoi je suis particulièrement content d'être là? C'est parce que quand Franck a pris contact avec moi, donc Franck est notre avocat, notre ami avocat. Et puis Franck m'a dit, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas te présenter devant vous aujourd'hui et puis raconter un petit peu ton parcours? Et là, je me suis dit, oui, cool, allons-y. Mais ce que je n'avais pas intériorisé sur le moment, c'était le fait que, vous savez, ça fait partie des petits moments de la vie qui vous permettent de faire une espèce de pause à un moment donné dans toute cette action, dans toute cette activité qu'on a sans cesse chacun. Et cette pause, elle vous permet réellement à un moment donné de se poser, de se dire, ok, il faut que je fasse des slides, il faut que je vous transmette des informations. En tout cas, c'était mon désir, c'était de me dire, ok, voilà, il y a des échecs, il y a des victoires, qu'est-ce qu'on en a tiré réellement comme conclusion, et d'essayer de vous passer cette information quelque part pour que quelqu'un d'autre ne fasse pas la même erreur ou quelqu'un d'autre soit renforcé par rapport à ses activités actuelles. Et ça, c'est vraiment un cadeau précieux. Donc, merci beaucoup à toi, Franck. Merci à Ecofin Club également pour cette introspection. Et puis, on commence un peu le tour de sa vie et on se dit, tiens, c'est quoi la vie finalement? On arrive sur Terre à un moment T. Alors moi, c'est très récemment. Je mens. On arrive sur Terre à un moment T et on a un potentiel de base. Notre potentiel de base, c'est comme un ordinateur. Alors j'adore la technologie, donc il va y avoir plein de références à la technologie. On va chercher un ordinateur, il est dans son carton,
Et cet ordinateur a de la mémoire pour une telle quantité, un processeur qui va vite, éventuellement, ou moins vite, ça dépend, une surface de stockage, un écran avec une résolution, avec des couleurs, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que si cet ordinateur, on le laisse dans son carton, et quelque part, on ne l'utilise pas vraiment, on va pouvoir finalement tirer une conclusion qui va être plus négative du parcours de l'ordinateur que si on avait pris un ordinateur peut-être moins puissant, mais qu'on l'avait utilisé tous les jours pour faire de belles choses. Et donc il y a cette partie potentielle, et puis cette partie, en fait, ce que l'on vit, ce que l'on va vivre au travers de tout. Et dans ce que l'on va vivre, il y a une question de temps, et en plus de la question de temps, il y a une question d'intensité, ce qu'on va mettre comme intensité. Et ça, dans mon parcours d'entrepreneur et mon parcours de vie, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé très fort. C'est cet aspect de temps. Alors au début de ma vie, j'ai pas assez de temps. J'en voulais à mon père parce que, par exemple, à l'école, à la fin de la journée, s'il venait me chercher 10 minutes trop tard, alors que c'était pas ce qui était prévu, j'avais l'impression qu'on m'avait volé 5 ou 10 minutes dans la rue, en fait, dans laquelle j'attendais, quoi, réellement. Et que je pouvais pas faire des choses pendant ce temps-là. Et donc cette question de temps et cette question d'intensité, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et puis autre chose, en fait, dont je me suis rendu compte, forcément, ça va vous paraître comme une évidence, c'est que effectivement, on a notre parcours, et dans le parcours, on fait des actions, on fait des choix, et au fur et à mesure du temps, tous les jours, chaque heure, chaque minute, on devient à chaque fois quelqu'un de différent. De par ses choix, de par les personnes que l'on rencontre, de par réellement toute l'activité, toute l'intensité que l'on va y mettre ou que l'on ne va pas y mettre. Et quelque part, ce qu'il est important, c'est par rapport à ces moments de pause qu'on peut faire régulièrement, c'est de finalement prendre conscience de qui on est à un moment donné. Et prendre conscience de qui on est, c'est prendre conscience aussi du contexte, prendre conscience des autres, prendre conscience de la situation. Et le fait de prendre conscience, ça crée un cercle vertueux dans la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est qu'effectivement, on va vivre quelque chose. On va faire en sorte de se dire « Ok, j'en suis où maintenant? Est-ce que mes choix m'ont conduit à des endroits que je désirais ou pas ?» En fonction de cette prise de conscience et des leçons qu'on en tire, on va améliorer, on va continuer à vivre, être conscient, améliorer, vivre, etc. etc. Et c'est pour ça que ce que je vous propose aujourd'hui, dans le parcours, dans les slides, c'est de réellement prendre cette ligne du temps, en se disant « Bah oui, on commence à un temps T, et puis on va progresser dans sa vie. » Et globalement, j'ai découpé la vie en plusieurs phases. Et la première partie, c'est l'enfance, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour connaître quelqu'un et pour connaître quel choix la personne a effectué, que finalement de mieux connaître sa vie depuis le départ, en fait. Et dans l'enfance, ben, d'abord, pour chacun ou pour tout un chacun, alors que les parents soient là ou ne soient pas là, ben, il y a quand même deux parents. Et ça, quelque part, ben, c'est les personnes qui, vont donner votre potentiel initial, mais qui vont aussi vous apporter vos premiers référentiels, vos premières valeurs. Alors moi, de mon côté, j'ai un papa, prof à l'école, mon grand-père était mineur, donc il s'en est sorti à la force du travail, il a obtenu son diplôme à la force du travail, rien n'a été facile pour lui, et quelque part, il m'a créé un référentiel du fait que pour obtenir quelque chose de façon noble, il faut que ça passe par le travail. Les trucs qui vous arrivent tout cuits dans la bouche, en fait, ne vous apportent rien. Et ça, c'est vraiment un référentiel que lui m'a donné. Et au travers de lui, j'ai vu aussi, alors il est décédé il y a 1 an maintenant, j'ai vu en fait toute la dignité de l'être humain, en fait. C'est quelque chose, en fait, qu'il m'a apporté. C'était de le voir, lui, la tête haute, tous les jours, et même passer au travers de toutes ces épreuves qui sont difficiles, de quand même voir, en fait, qu'il conservait sa dignité humaine. Et donc vraiment, c'est les deux référentiels que lui m'a créés. Et puis après, j'ai ma maman. Et ma maman, vous savez, c'est le type de maman hyper expressive. Hyper expressive, hyper émotionnelle. C'est oh, tu vas bien, mon chéri? C'est ouh, je suis ici, etc. devant les copains, c'est super. Et donc, en fait, ma mère, elle était tout le contraire de mon père, mais hyper expressive,
hyper émotionnel. Et le truc, c'est que c'est aussi le type de maman qui a de l'empathie pour vous et qui fait attention à vous. Et ça, c'est quelque chose dont je la remercierai toute ma vie, je pense. C'est que c'est le type de maman qui va vous dire « Tu es capable de tout dans la vie. Et mon fils, c'est le plus beau. Et mon fils, c'est le plus intelligent. Et mon fils, il sait tout faire. Et dans la vie, il va réussir, etc., etc., etc. » Et à force d'entendre quelqu'un vous répéter « Vous êtes le meilleur », vous finissez par y croire. Et ça, réellement, pour moi, c'est un cadeau dans la vie, en fait, que d'avoir eu ces deux référentiels-là. D'avoir eu un référentiel très digne, où tout passait par l'effort, le travail, et puis de l'autre côté, d'avoir une mère hyper expressive, où la parole est hyper importante, où il n'y a pas de tabou, où il y a beaucoup d'authenticité, et quelque part, en fait, ça m'a formé. Alors, j'ai fait l'effort d'aller retrouver des photos. Ah, ouais, voilà. Alors, le petit Indien, c'est moi. Et ce petit Indien, en fait, là, on était à l'école avec les copains. Alors, le groupe, évidemment, super important, avoir des amis, être connu, tout ça, c'est ce qu'on recherche tous. Si je suis ici devant vous aujourd'hui pour partager des choses, c'est aussi parce que, quelque part, à un moment donné, je m'attends à être connu, en fait. Quand on crée une entreprise, qu'on effectue un travail, qu'on passe par l'effort, qu'on crée de l'emploi, c'est aussi à un moment donné pour avoir un effet feedback. Et donc le groupe est important. Et là, on est sur scène à l'école, remise des prix. Alors c'est bien ou c'est pas bien. Les élèves reçoivent leur prix devant tout le monde. Ok, voilà. Et surtout, en fait, on voit que les élèves s'amusent, etc. Et puis que ce petit garçon en rouge, en indien, eh bien... sur cette photo, on voit que je suis complètement distrait, que je suis complètement dans le vague, je ne suis pas là, exactement. Et ça me fait penser à l'une de mes collègues, de mes employés, qui s'appelle Priscilla. Et il y a encore 2 jours, c'était son anniversaire, et on était tous à table en train de fêter ça chez Underside. Et elle me fait « Christophe, Christophe !» Et elle me rappelle au monde. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai eu depuis l'enfance et que j'ai encore maintenant. C'est que parfois j'ai ces absences et c'est ce que j'appelle la balade dans les mondes intérieurs. Et pourquoi c'est important en fait pour moi, ces balades dans les mondes intérieurs? C'est que quelque part, je me fais des projections sans cesse en fait. Je m'invente des mondes, je m'invente une réalité, la réalité la plus parfaite dans mon esprit. Et en tant qu'entrepreneur, ça m'a aidé et ça m'aide toujours. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a la réalité, il y a ce qu'on observe, la perception de la réalité, et puis il y a nos objectifs, nos mondes intérieurs, les situations les plus parfaites, en tout cas ce qu'on se représente comme étant les situations les plus parfaites. Et le fait d'avoir ces deux référentiels, c'est quelque chose dont je me sers sans cesse, c'est que je me dis, ok, on est là, j'aimerais aller là, ou on aimerait aller là, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que chacune de nos actions puisse nous conduire petit à petit à réduire la distance entre ces deux mondes, entre les mondes intérieurs et la réalité. Encore une photo. Alors, c'est les années 80, ne jugez pas mon pull. Toujours à l'école, et ça doit venir de mon côté paternel, j'imagine. Et là, on est sur scène. Et on nous fait faire des choses, des spectacles, etc., prendre la parole. Ici, c'était aussi des chants et puis une prise de parole. Et là, je me rends compte, à ce moment-là, précisément, en fait, alors c'est fou parce que je suis retombé vraiment sur cette photo qui a été partagée par l'un de mes potes il n'y a pas tellement longtemps. Je me rappelle exactement de ce moment, en fait. Et c'est un moment où j'ai pris conscience, vous savez, quand je vous parlais des prises de conscience, en fait, dont la vie est faite, j'ai pris conscience, en fait, de la puissance des mots. Réellement. La puissance des mots, c'est... à ce moment-là, je me suis dit, mais tiens, on peut avoir des idées, on peut avoir des pensées, et la seule façon, ou l'une des bonnes façons de pouvoir les transmettre à autrui, et donc finalement de transférer ces mondes intérieurs à quelqu'un d'autre, c'est d'utiliser les mots et de faire en sorte de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire passer les émotions, de pouvoir faire en sorte, quelque part, de faire passer en tant qu'entrepreneur aussi l'idéal de l'entreprise. Pour qu'à un moment donné, parce que vous savez, quand on est entrepreneur, à un moment donné, il faut pointer du doigt une direction et puis espérer, en fait,
partager cet idéal que l'on pointe du doigt et faire en sorte de trouver les gens en fait, qui sont en accord avec cet idéal et qui vont pouvoir à un moment donné vous suivre cet idéal, vous accompagner dans le chemin. Parce que seul, on n'est rien. Et il y a aussi quelque chose dont je me rends compte un peu plus tard, c'est qu'il faut faire attention avec les mots. Parce qu'ils sont super puissants, effectivement. Et que, certes, il est possible tout à fait de pouvoir transmettre une idée. Et quelque part, en fait, les mots, c'est un peu comme, vous savez, les voitures télécommandées. On peut faire penser des choses aux gens, parce que quelque part, en fait, on vient implanter une idée chez les gens. Et il y a une grande responsabilité par rapport à ce pouvoir, en fait, qui arrive, en même temps que l'apprentissage des jolis mots, des paroles, c'est que quelque part, on ne doit pas en faire n'importe quoi. Vous savez, c'est un peu comme l'atome. Ça peut être un outil formidable, en fait, pour créer de l'énergie, pour nous rendre la vie plus jolie, ou bien alors ça peut être une arme de destruction massive. Et c'est exactement pareil. Et la différence, pour moi, entre un leader inspirant qui va pouvoir faire passer ses idées et un manipulateur, ben, ce n'est pas l'outil qu'on utilise, en fait, parce que l'outil, il est toujours là, c'est la parole. Mais c'est surtout, en fait, les valeurs qui se cachent derrière, et c'est le fait de se dire, moi, ce que je désire, c'est faire passer une idée pour que les gens se sentent mieux et qu'on aille vers un mieux. Pas pour que la personne se trouve à l'endroit exact où je voulais, pour que mon ego soit servi. Troisième photo, et puis je ne vous embête plus avec les photos. Ça ne vous dérange pas? Ouais, mais pour moi, ça fait des dossiers quand même. Et là, en fait, mes interlocuteurs, je vous présente Manfred. Manfred, mes interlocuteurs. Manfred, c'est un robot. Je ne l'ai plus, à mon grand désarroi. Et c'est un robot qui m'a été offert par ma marraine, si vous voulez tout savoir. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai pris un peu peur. S'il était télécommandé, il était sur des pieds télécommandés. Mais très vite, en fait, ça a été l'une de mes coqueluches. Il représentait pour moi la technologie. Et pourquoi c'est si important pour moi la technologie? Parce que, je vous avais dit, en fait, ma maman, maintenant vous la connaissez un peu mieux, elle travaillait dans un hôpital. Et elle était technicienne dans l'hôpital pour les électroencéphalographies. Et le truc, c'est que quand on est étudiant, fin du mois de juin, on termine très vite, et puis les parents travaillent toujours. Et elle avait eu la bonne idée de me prendre avec elle sur son lieu de travail. J'arrive à l'hôpital. Alors le truc, c'est qu'il faut savoir en fait qu'en plus j'ai peur des microbes, donc ça fait partie de ma personnalité. Et donc en fait, je vais plutôt moi dans les couloirs, etc., mais très peu dans les étages. Et puis de toute façon, c'était pas un emplacement pour un enfant non plus. Et arriva ce qui devait arriver, je me fais pote avec l'informaticien de l'hôpital. Le seul informaticien, parce qu'à l'époque, dans les années 80, il n'y en avait pas deux, quoi. Et ce qui fait que tous les jours, je vais aller à l'hôpital de ma maman et que tous les jours, je suis dans cette salle climatisée donc dans cette salle climatisée avec des machines immenses, des armoires. Alors évidemment, c'était beaucoup moins puissant que le smartphone que vous avez là. Avec des bandes magnétiques qui tournaient, c'était hyper impressionnant. En fait, j'irais non, c'est pas impressionnant, c'était sexy pour moi. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a une partie climatisée, et puis je le voyais, Louis, l'informaticien, mettre des cartes perforées à l'intérieur de l'ordinateur, faire rentrer des données, l'ordinateur traitait ça de manière la plus intelligente possible, et ressortait un résultat. Et là, j'ai vu la lumière. Ce jour-là, en fait, je me suis dit, toute ma vie va tourner autour de la technologie. Ça a été pour moi, effectivement, la révélation de ma vie. Pourquoi? Parce que, enfin, les idées et ces mondes intérieurs, on pouvait les concrétiser. C'est un outil fantastique, en fait, qui nous permet de modeler notre pensée, d'arriver à la rendre pratique, à en faire quelque chose. Et enfin, concernant l'enfance, je pense profondément, en fait, qu'être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Je vais vous donner quelques petits exemples. J'ai plus ou moins 5 ans. Et alors le truc, c'est que j'ai toujours été un peu activiste, en fait.
Et là, à 5 ans, je commence à voir qu'on peut mettre des mots sur une feuille, qu'on peut représenter graphiquement, qu'on peut faire des schémas, etc. Et donc, je dessine dans la cuisine des choses. Et à un moment donné, je me dis, en fait, le tabac, c'est quelque chose, en fait, il y en avait plein. Hein. Dans les années 80, il y en avait dans les films, il y en avait dans les bandes dessinées, etc., etc. Et je me dis, mais c'est hyper mauvais, quoi. En plus, j'avais entendu ma maman en parler. Et je me dis, c'est hyper mauvais, ça n'a aucune logique que les gens continuent à fumer. Stop! Et je me suis dit, ok, ça n'a aucune logique, mais donc il faut que je participe et il faut que je prenne action par rapport à ça. Ni une ni deux, je prends mes feuilles, je commence à dessiner des choses et je crée un slogan, le tabac tabac. Et donc là, la force des mots, toujours, le fait de se dire j'ai une catchphrase, alors ça je ne savais pas comment ça s'appelait à l'époque en fait. Et puis je fais une espèce je fais un paragraphe en fait expliquant comment c'est mal de fumer, etc. Pourquoi, je fais des poumons, des trucs comme ça. Et puis je duplique pas en fait, je crée des fiches et des fiches et des fiches. Je passe par l'arrière de la maison, j'habitais la Louvière à l'époque. Je passe par l'arrière de la maison pour que mes parents pensent en fait que je suis en train de jouer avec le chien dans la ruelle à l'arrière. Mais je ne fais pas ça en fait, ce que je fais c'est prendre mes fiches et puis en fait aller en distribuer, faire du porte-à-porte et aller distribuer. Et quand les gens n'étaient pas là, je le glissais en fait dans la boîte à lettres. Et là, je rentre chez moi, je suis super fier de moi, travail accompli en fait. Et ça, c'est quelque chose que je ressens encore maintenant, en fait, ce genre de choses, d'avoir effectué la bonne tâche, en fait, être juste parfois quand on effectue une tâche ou l'autre. Voilà. Et je suis chez moi et puis le lendemain, en fait, je me souviendrai toujours, en fait, on sonne à la maison. C'était un couloir comme ça, en fait. C'était une maison de rangée. C'était un couloir et je sais pas, j'avais dû pressentir quelque chose. Et là, c'était des voisins qui étaient venus sonner à la maison et qui étaient en train de parler avec ma maman qui avait ouvert la porte. Et je me souviendrai toujours, en fait, qu'elle se soit retournée vers moi comme ça avec un air. Et je pense que là, elle s'est dit, en fait, je serai jamais tranquille avec lui. Et effectivement, les voisins disaient, ben, c'est sympa, ton fils, en fait, fait des actions, etc. Mais quand même qu'il nous laisse vivre, quoi. Donc ça, c'est plus ou moins 5 ans. Après, on passe à 9-10 ans. 9-10 ans, je suis à l'école. Et là, je vois un tuto de bricolage dans un pif gadget ou quelque chose comme ça. Et là-dedans, en fait, je vois qu'on peut créer quelque chose. Et le quelque chose en question, c'était une lampe de chevet. Et donc, il fallait un bloc en bois, faire un trou au niveau du bois en question avec des ciseaux à bois, un ciseau à bois, pardon, pouvoir prendre un socket, mettre une ampoule dessus, l'abat-jour, etc., etc. Et je me dis, cool. Je vais dépioter un petit peu toutes les lampes de la maison. Et donc, c'est ce que je fais. Mais pour qu'on ne le remarque pas, en fait, je vais prendre l'ampoule et le socket et puis je remets l'abat-jour dessus, etc., etc. Et puis, je prends tout ça, je mets ça dans mon cartable. Je me dis, à la maison, je ne vais pas être tranquille. Tandis qu'à l'école, j'ai bien le temps. Et je mets tout ça dans mon cartable. Et c'est sans doute la seule fois où j'ai porté mon cartable, en fait, en disant, non, non, papa, c'est bon. Je vais, pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. J'arrive à l'école et sur le temps de midi, je monte la lampe et j'arrive à la vendre à un copain. Alors c'était quelques francs belges, hein. Je devais être en perte, mais voilà, en fait, j'arrive à vendre la lampe. Ça a aussi changé ma vie, en fait. J'ai commencé à cogiter autour de ça, en fait. La nuit, j'en ai pas dormi. Le matin, je vais chercher dans la cave des blocs de bois, etc., des sabots. Je me dis, tiens, ça peut être sympa de les faire là-dessus, etc., du tissu et ce genre de choses. Et puis, je me dis, j'arrive à l'école, vers 10 h, on avait une pause. Et là, je me penche un peu sur le sujet. Et je me suis dit, ben, tiens, je peux faire plusieurs lampes avec ce que j'ai. Mais le truc, en fait, c'est que hier, je n'ai su en faire une, et une seule, sur la pause de midi. En fait, j'avais pas assez de temps pour en faire plusieurs. Et là, je me suis dit, bon, ben, il va falloir racoler, quoi. Il va falloir, en fait, cette mini-entreprise, il va falloir aller chercher des gens pour pouvoir faire plus avec moi, pour pouvoir faire plus de lampes. Et là, je vais trouver un copain qui s'appelait Mickaël. Malheureusement, il est plus de ce monde. Et Mickaël, lui, était surnommé la tortue par les copains. Sans doute par sa démarche, je ne sais pas, en fait, peu importe.
Et là, j'essaie de le persuader. Je lui dis, tu sais, si tu fais ça avec moi, en fait, et qu'on arrive à en vendre, etc., c'est plus la tortue qu'on va t'appeler, c'est la tortue d'or. Je ne sais pas comment ça passe. Et on commence à fabriquer des lampes, et puis voilà, tout se passe bien, je suis super content. Et le lendemain, mes parents et moi, on est appelés à la direction. Et là, je prends conscience, en fait, qu'un élément perturbateur extérieur peut arrêter mon entreprise montante sur un coup de pouce, en fait, juste sur un coup de tête. On voit le directeur qui effectivement dit ça n'est pas possible, on ne peut pas faire de commerce au sein d'une école, etc. Et comment Christophe fait ce genre de choses, en plus ça pourrait blesser ses petits camarades, il vient avec des armes blanches à l'école. Et puis voilà, donc cette entreprise, en fait, qui était finalement ma première entreprise, avec presque un employé, a vu sa fin très rapidement. 9-10 ans. Et puis j'arrive à l'adolescence et je suis un fan de technologie, mais je suis aussi un fan de jeux vidéo et de pop culture, comme ça vous savez tout. Et je suis un fan de jeux vidéo et à l'époque c'était la bagarre entre Nintendo et Sega. Et moi j'étais Sega. J'étais Sega parce que comme j'étais fan de technologie, je savais exactement ce qu'il y avait dans les consoles de jeux, je savais ce qu'il y avait comme processeur, quel nombre de couleurs on pouvait afficher à l'écran, etc. Et je me dis, mais c'est des pubs mensongères et tous les gens qui ont des Nintendo, en fait, n'y voient rien et enfin, c'est pas la réalité, je comprends pas, etc. Je commence à écrire. Et je commence à écrire un espèce de test avec des schémas, etc., descriptifs. Et puis au fur et à mesure, je fais une deuxième page, une troisième page, etc. Et à la fin, je me retrouve avec un espèce de petit magazine de fans, pour des fans, ce qu'on appelle un fanzine. Et là, je me dis, ok, j'ai un truc en fait que je peux aller distribuer pour le faire savoir au monde, flûte. Sega, c'est plus fort que toi. Et je me dis, ben ok. Alors là, en fait, il y avait eu un divorce chez mes parents. Je prends la carte en fait de photocopie parce qu'à l'époque, il y avait des cartes pour les photocopies en librairie. Je prends la carte de photocopie de mon beau-père et je vais commencer à photocopier en fait mes fiches faites à partir de mon ordinateur. Je les assemble. Alors qu'avec le recul, en fait, j'aurais pu industrialiser tout ça beaucoup mieux, mais bon, je fais mon taf. Et puis, comme d'habitude, en fait, hein, je vais dans les alentours. Mais cette fois-ci, en fait, je manque l'école, volontairement. Et je vais distribuer dans le quartier, en fait. Enfin, je ne vais pas distribuer, je vais vendre dans le quartier, ce fanzine. Et à toutes les personnes âgées, en fait, finalement, parce qu'il n'y avait plus qu'eux qui étaient là à ce moment-là, qui devaient se demander, en fait, ce que c'était que la Sega ou la Nintendo, et pourquoi je parlais de processeurs, et de jeux vidéo, et de couleurs qui bavent à l'écran, etc. Mais bon, j'arrive à vendre le premier, le deuxième, le troisième, et ce truc dure pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire quoi? Que je pense profondément que être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Et que c'est quelque chose, en fait, que quelque part, qui ne s'acquiert pas. Et pourquoi je vous en parle, en fait? Parce que pour moi, c'est hyper important d'être conscient de soi, en fait. Vous savez, il y a 20 ans, il y a 30 ans, être médecin, être notaire, être avocat, c'était vraiment les professions nobles, c'était ceux qui étaient mis en avant. Il fallait être avocat, médecin ou notaire. Le métier le plus cool du monde, ou celui que chacun doit faire, c'est entrepreneur. Il faut créer sa boîte. Et là où j'ai un peu peur, en fait, en sachant un petit peu ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on pousse des gens qui ne sont pas entrepreneurs à le devenir. Et là, ils vont passer par toutes les difficultés par lesquelles un entrepreneur passe. Mais si derrière, il n'y a pas l'état d'esprit, si derrière, il n'y a pas cette passion pour l'entrepreneuriat, je pense que ça va mener à des vies, en fait, qui vont tourner en burn-out, ou bien même, en fait, tout simplement, à passer de très mauvais moments pendant 2-3 ans, parce qu'en plus de ça, comme on est européen, on va s'accrocher, on va ramer, 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 et que ça ne fonctionnera jamais, en fait, parce que pour moi, c'est quelque chose d'intrinsèque. Et donc aussi, je pense qu'il est bien aussi de décomposer un petit peu les différents rôles d'un entrepreneur et de personnes, en fait, qui, quelque part, gèrent une entreprise et gèrent des personnes. Et je pense, en fait, qu'il y a le fait d'être entrepreneur, c'est être. C'est réellement un état d'esprit. Et ça permet de créer, d'être la première petite étincelle de l'entreprise. C'est un rôle parmi tant d'autres. Ce n'est pas le boss, Dieu absolu, etc. Non, c'est la personne qui peut créer l'étincelle, en fait, pour créer l'entreprise. Et après, l'entreprise, elle va peut-être pouvoir vivre sans lui ou sans elle. Apple, à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou pas, vit sans Steve Jobs.
Ensuite, croire en un idéal, bah, ça fait de vous quelque part, potentiellement, avec la possibilité d'avoir cette sensation au niveau des mots, ça fait de vous un leader inspirant, ou en tout cas un leader. Et ça, être entrepreneur et leader, bah, c'est deux choses qui normalement vont ensemble. Parce que si on crée une entreprise, mais qu'on n'aime pas les gens et qu'on n'a pas un idéal derrière, il y a peu de chances que ça aille beaucoup plus loin. Et puis, manager, c'est pouvoir, c'est gérer. Et être manager, là, c'est une profession. J'étais pas manager au début de ma vie. J'ai appris ça, en fait. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre d'être manager. Et ça, on pourra en revenir à l'âge adulte, en fait, et juste vous citer une petite anecdote par rapport à ça. L'adolescence. Alors, âge ingrat. Et surtout, en fait, j'étais déjà un peu activiste à la base. Et donc, ben là, forcément, c'est la confrontation avec mes parents sans cesse, les claques qu'ils portent, etc. Et puis, il y a un jour où vraiment, moi, j'en peux plus, je veux défendre mes idées, mais c'était l'époque où je voulais vraiment avoir raison, quoi. Il était impossible que je quitte la pièce ou que j'arrête la conversation si la personne en face n'avait pas dit « Oui, Christophe, tu as raison, c'est bon ». Alors après, j'ai appris que je pouvais avoir tort. Et alors ce jour-là, par contre, en fait, j'étais à fond, c'était pas possible, c'était impossible, mes parents avaient tort, etc. Ils décident de mettre fin à la conversation, de me mettre dans ma chambre. Et j'étais toujours à la Louvière. Et là, je me dis « Non, 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 il faut que le monde sache, en fait, ça ne va pas s'arrêter là ». J'ouvre les fenêtres qui donnaient vers la rue et je crie en fait mes déboires, toutes les sensations que j'avais, etc. en fait au tout venant qui voulait l'entendre. Et là, les gens sonnent à nouveau à la porte et demandent en fait pourquoi il y a un enfant qui est en train de crier en haut en fait et qu'est-ce qui s'est passé derrière. Et à ce moment-là, je restaure les échanges avec mes parents après cet incident. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, je prends conscience à ce moment-là que légalement, et Franck, tu me confirmeras, mais mes parents ne peuvent pas me contraindre à penser quelque chose. Absolument pas. Ni par la force, ni par rien du tout. Et puis j'extrapole ça et je me dis, mais en fait, personne ne peut me forcer à croire quelque chose. Pourquoi je devrais être un bon élève à l'école ? Pourquoi je devrais faire les choses de telle ou telle façon, etc. Pourquoi je dois fonctionner, moi, dans les paradigmes des autres? Pourquoi je dois fonctionner avec des règles que je n'ai pas moi-même validées et créées? Ou créées. Et là, réellement, j'ai aussi une autre prise de conscience, en fait, qui est que, dorénavant, dans ma vie, je vais sélectionner les personnes qui vont pouvoir influencer mes idées. Et que si une personne, en fait, veut influencer mes mondes intérieurs, c'est parce que, quelque part, la personne, j'ai confiance en elle. Parce que quelque part, la personne arrive avec des arguments en fait, qui me paraissent être cohérents, etc., etc. Parce que si c'est pour me présenter des arguments qui n'en sont pas, à comparer son paradigme et le mien, je préfère garder le mien. Et puis vient l'âge adulte. Alors c'est très vite, hein, ça a pris des années. Hein, et à l'âge adulte, en fait, ben là, je passe par une première chose. J'ai 17 ans. Mes parents sont vraiment de très bonnes personnes, hein, donc ne vous inquiétez pas sur le sujet. Mais je me retrouve à la maison un jour au matin et je me dis c'est plus possible en fait, et réellement ça s'est passé comme ça, hein, il n'y a pas de bullshit ici. Je me dis un matin, je ne peux plus vivre ici chez mes parents en fait, je veux m'assumer. J'en peux plus en fait. Je ne peux pas fonctionner dans les règles d'autrui en fait, je ne peux pas. Et donc je vais voir un juge à Mons, sans rendez-vous, etc. Le gars me reçoit. Et donc il me reçoit, et, Monsieur de Grave, expliquez-moi, c'est quoi tout ce bazar, et je lui explique, j'argumente pourquoi je veux obtenir ma majorité anticipée. Et il m'entend, et puis à la fin il me dit, mais Monsieur de Grave, dans même pas un an vous avez votre majorité anticipée, pourquoi ça devient si urgent? Et puis je lui fais, si, je ne peux pas attendre, c'est maintenant ou jamais, etc., etc. Et il me la donne. Je sors de là avec effectivement ma majorité anticipée. Et donc je suis là avec ma majorité anticipée à 17 ans, une copine qui s'avérera être ma femme par la suite. Et puis je loge chez ses parents à ce moment-là, et je dois me trouver un job. Et puis là viennent les premiers jobs. Alors, j'ai fait la plonge, évidemment. J'ai fait des pizzas, c'était du côté de Braine-l'Alleud. Les pizzas, j'adorais ça, mais il fallait le faire avec style, donc il fallait apprendre comment ça se faisait comme ça. Et puis après, j'ai été commis de cuisine.
Et puis après, j'ai servi en salle, jamais moins. Et puis après, je suis arrivé au bar. Et là, le bar, c'était la consécration. C'est le meilleur métier du monde. Vous me confirmez? et puis là, je suis barman, etc. Et puis, je vais d'un job à l'autre. Et à un moment donné, je vais sur Bruxelles. Et je passe par une société qui s'appelle Canada Direct. Et Canada Direct, c'est quoi? C'est un entrepôt. Et tous les jours, au matin, arrive une livraison. Et vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut littéralement être des casseroles, ou bien une télévision, ou bien, peu importe, des bouquins, peu importe quoi. Des cuillères, etc., etc. Et là, votre job à vous, en fait, c'est que vous arrivez le matin, vous n'avez pas de statut d'employé, vous arrivez le matin, vous prenez le stock et vous prenez la responsabilité du stock que vous prenez, vous chargez un maximum et vous allez dans les rues en fait, là de Bruxelles pour essayer de vendre au tout un chacun les casseroles, les machins, les bazars. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire le premier jour. Je m'étais fixé des objectifs, j'arrive pas à mes objectifs. Le lendemain, je peux aller sonner la petite cloche en fait parce que c'est très américain, même si ça s'appelle Canada Direct, c'est très américain. Je peux aller sonner la petite cloche parce que je suis arrivé aux objectifs en fait fixés et au-delà. C'est cool. J'emmagasine comme une éponge aussi en fait parce que le matin je vois que on se stimule, c'est keep the juice et puis on se stimule entre personnes, etc., etc. Et ça, ce côté américain, ça m'est resté aussi. Et puis à un moment donné, je veux toujours aller plus loin. Je suis un fan d'un principe qui s'appelle l'Excelsior. L'Excelsior, c'est toujours être meilleur le lendemain que la veille. Peu importe ce qu'on fait, en fait, dans la vie, c'est un peu ce qui moi, me drive. Alors parfois, ça rate. Mais là, donc, je me dis, sur ce principe d'Excelsior, à l'époque, je me dis, OK, j'avais tel objectif, j'ai dépassé l'objectif, maintenant, je veux aller plus loin. Seulement, le problème, c'est qu'il y a un petit souci, c'est que je me dis, il me faut un réseau. Et pour ce réseau, je fais le tour dans Bruxelles, et il y a une gentille dame qui me fait monter, en fait, et mon premier réseau, ben, c'est des maisons de prostitution. Parce que, par hasard, j'ai pu approcher une dame qui, comme je vous le disais, était à l'entrée en fait, de la maison de prostitution, m'a dit, mais je vois que tu as des trucs à vendre, etc. Si tu veux, tu peux aller voir les filles, en fait, et leur vendre éventuellement, si ça les intéresse, etc. Et je me fais copain avec toutes ces femmes. Et puis, en fait, je reviens le lendemain, avec un autre produit, forcément. À chaque fois, c'est des produits différents. Et là, elles en ont parlé à leurs clients, etc., etc. Et je prends conscience, en fait, de la force du réseau. Et puis, après les premiers jobs, j'arrive dans une société, en fait, qui s'appelle Detron Tech, Belgium, et qui importe des composants électroniques. Ça tombe bien, j'aime bien l'électronique. Et puis là, je bosse, et boum, je tombe sur quelqu'un qui m'impressionne. Un mec qui s'appelle Eric Menegazzi, que vous ne connaissez pas, qui était le gérant de la boîte à l'époque, et le mec, il a de l'aura. Quand il s'exprime auprès des gens, les gens l'écoutent. Il semble être juste dans ses décisions, etc., etc. Et il m'inspire. Et je prends conscience à ce moment-là, en fait, de l'importance des rencontres qui vont changer votre vie à chaque fois. Et surtout de ce qu'on appelle les mentors. Alors là, j'ai un premier mentor. Puis on vient nous installer un système de téléphonie différent. Et la boîte qui fait ce système de téléphonie s'appelle European Telecom. Et European Telecom, en fait, me propose un job d'informaticien. Je ne peux pas dire non, j'étais technico-commercial de l'autre côté. Je ne peux pas dire non parce que ma vie, c'est l'informatique. Et donc, je commence là-bas. Je suis un informaticien, le premier informaticien. Et là, de nouveau, boum, j'ai la chance de tomber sur un autre mentor, Bernard Burton. Et le gars, en fait, là, par contre, il a l'amour de la technologie. Mais plus que l'amour de la technologie, il a l'amour du détail. Et il me le montre par l'exemple. Et là, je progresse dans ma carrière, je deviens superviseur d'équipe. Et quand je deviens superviseur d'équipe, j'ai une grande partie de l'équipe informatique sous ma responsabilité. Et je téléphone le soir même, en fait, parce que je suis hyper frustré. J'ai le tout début de la vingtaine, et je suis hyper frustré. Je téléphone à mon boss parce que les autres gars, qui eux avaient 30-40 ans dans les autres départements, sont montés manager, et moi je suis monté superviseur seulement, qui était en dessous de manager. Là, il me dit, Christophe, du calme, chaque chose en son temps, il y a encore du travail à faire, il y a encore à parcourir. Et puis je comprends tout ça, en fait. À un moment donné, je deviens manager. Et puis là, c'était quoi, les 2 premiers jours où j'étais manager? Chouette bureau, etc. Je vois un de mes gars passer, on commençait à 8h30, 8h45. Tu t'imagines, Franck?
Je vois le gars passer, je fais, je suis comme un manager. Yves, tu peux venir t'asseoir face à moi, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qui se passe, Christophe? Ben écoute, 8h45. Et là, il me dit, mais non, Christophe, je suis à l'avance, on a changé les heures aujourd'hui. Mon monde s'effondre, en fait, ou plutôt se construit seulement. Et je me dis, mais quel con, quoi. Et là, je me dis, là, tu as fait une bourde, en fait. Et je prends conscience que la seule façon de régler cette bourde, c'est 1, de la reconnaître, 2, de s'excuser. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va me suivre au fur et à mesure de ma vie, c'est qu'en tant que manager, on est des êtres humains. Et être un être humain, c'est se tromper. On apprend, on se trompe, on apprend, on gagne, on apprend, enfin, etc., etc. Mais quand on se trompe vis-à-vis de quelqu'un d'autre et que ça a une portée pour cette personne, la seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement le reconnaître et s'excuser. Et si on a fait la bourde devant les autres et devant un contexte, on va reconnaître l'erreur devant les mêmes personnes et on va s'excuser, prendre son courage de demain et s'excuser devant les mêmes personnes. Et puis je continue. À un moment donné, je me dis, je passe à un autre boulot et puis je reste quelques mois dans le nouveau boulot et là, je me dis, toujours manager de l'équipe informatique. Et je me dis, avec un copain qui est un de mes meilleurs amis, David, et je lui dis, on regarde ensemble et je lui dis, écoute, il faut qu'on crée une boîte en fait. Et cette société, elle s'appelle Underside. Il y a 20 ans. Et puis on commence, c'est la grande aventure en fait. C'est ce pourquoi j'ai toujours travaillé. Ce sont mes convictions, ce sont mes passions. Ce sont les rencontres qui vont définir ma vie avec mes gens. Parce que là aussi, en fait, il y a les mentors, mais les mentors, ça peut aussi être vos gens. Il ne faut pas avoir la prétention de penser toujours être la personne inspirante pour les autres, en fait. Que du contraire. Par exemple, Hélène qui est là, en fait, et qui est manager et associée chez nous, je la rencontre il y a X années, j'ai la chance de la rencontrer il y a X années. Et le mantra d'Underside, en fait, c'était d'utiliser la technologie pour changer le monde. Et grâce à Hélène, c'est pas changer le monde qu'on fait, c'est rendre le monde meilleur. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence de maturité dans le message? Et tout ce qui va avec derrière? Eh bien, j'ai appris de cette personne, j'ai appris de Hélène. Et je continue à apprendre de mes gens sans cesse. Et puis, en fait, donc on continue, le petit bout de chemin. David, à un moment donné, après 50 boîtes, on a marre de penser le matin, midi et soir à la société. Et c'est là où je vous dis, attention, quand vous n'êtes pas entrepreneur, en fait, et qu'on vous force à l'être, ça ne crée pas quelque chose de bon, en fait. Mais lui a la maturité pour me dire, Christophe, tu ne veux pas reprendre la boîte tout seul. Moi, de toute façon, je veux un job peut-être un peu plus peinard, en fait, et profiter de ma famille, de mes activités personnelles. J'accepte, merci à lui encore aujourd'hui. Et puis je continue mon bonhomme de chemin, j'arrive dans la trentaine, et début de la trentaine, en fait, plein de choses me reviennent. Et plein de choses, en fait, et plein de différences que j'avais notées par rapport aux autres. Entre autres, le fait que, là, il y a 2 secondes, en fait, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux, en fait, parce que je vous parlais d'Underside. Je suis un hypersensible, je l'ai toujours été. Étant gosse, en fait, déjà, j'avais les larmes qui me venaient, en fait, sans savoir et je me rendais bien compte que pour les autres, c'était pas toujours pareil, en fait. Pour certaines choses, j'étais plus rapide pour l'apprentissage, et pour d'autres choses, en fait, j'étais vraiment nul, un cancre. L'école, pour moi, ça a été terrible. Le pire moment de ma vie, quoi. Je me suis retrouvé en 5e année secondaire, avec 3 potes à côté de moi, qui disaient « Ah tiens, dans 1 an et demi, tout ça sera terminé, on va passer à l'UNIF, on va passer aux écoles supérieures, et puis on va aller travailler, et les meilleurs moments de notre vie seront passés. » Et sur ce moment-là, en fait, je me suis dit, si ça, c'était les meilleurs moments de ma vie, je me tire une balle. Heureusement, ce n'était pas les meilleurs moments de ma vie. Mais cet apprentissage où on me disait, en fait, tu dois apprendre telle matière, et tu vas être interrogé à un tel moment, etc., c'était juste pas possible pour moi, en fait. Et puis, en fait, j'avais aussi cette hyperactivité où les gens se demandent, en fait, pourquoi je suis encore là, même mon avocat, le dimanche à 5h de l'après-midi, à lui envoyer des emails et des SMS. Excuse-moi pour ça. Je le fais en public. Et puis là, en fait, mon épouse me dit, écoute, elle est médecin.
Elle me dit tiens, voilà un numéro de téléphone, en fait, téléphone à ce gars-là. Et je me retrouve à un rendez-vous face à une personne, en fait, qui me fait faire des tests, me fait faire des questionnaires, des tests de logique, me montre des dessins, me demande d'extrapoler leur sens, etc., etc. Et puis je sors de chez lui avec un diagnostic qui est celui d'être haut potentiel, ce qu'ils appellent haut potentiel, peu importe ce que c'est finalement. Et haut potentiel, mais aussi ce qu'ils appellent cerveau droit. Et cerveau droit, en fait, ça veut dire que c'est une pensée arborescente. Et donc là où, quelque part, en fait, pas mal de gens dans la courbe de Gauss de l'humanité, en fait, ont une pensée séquentielle, eh bien moi, ça va plutôt être une pensée complètement arborescente. Ça m'aide sur certains points, parce que quand je vais approcher un problème, peut-être que je vais avoir une vision, en fait, détournée de plein de points de vue différents sur le problème. Mais par contre, je suis complètement mauvais sur un apprentissage séquentiel. J'aurais pas pu être universitaire, jamais de la vie, en fait. Et donc là, en fait, je me retrouve dans la voiture et je pleure. Je pleure pendant des minutes et des minutes, en fait, à me dire comment je vais vivre cette différence, en fait, que j'ai déjà vécue avant, mais dont je prends conscience maintenant. Et je me dis au final, en fait, c'est une chance. C'est une chance, en fait, de prendre conscience de cette différence et surtout de ne pas s'utiliser soi comme référentiel. Et ça, en tant que manager, c'est une erreur qu'on fait régulièrement. C'est de se dire, tiens, pourquoi ce développeur-là, alors que cette application-là, j'aurais pu la faire en 15 minutes, il a mis une journée pour la faire. Ou le contraire, de me dire, cette personne-là, j'avais compté 4 jours et elle a appris le truc en 1 heure de temps, quoi. Et donc, s'utiliser soi comme référentiel, c'est jamais la bonne chose à faire. Il faut toujours être dans l'empathie et dans la compréhension de l'autre. Et une fois qu'on parle de ces différences, je comprends aussi, de façon plus structurée, la nécessité absolue de la différence. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a la réalité, on a l'objectif, on essaye de réduire le chemin entre les deux, et pour réduire ce chemin entre les deux, on doit passer par des problèmes à résoudre. Et pour résoudre ces problèmes, ensemble, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un maximum de personnes différentes qui vont vous donner, ou qui vont donner à l'entreprise des visions à chaque fois différentes du problème en question pour pouvoir mieux le résoudre. Et donc c'est pour ça qu'entre autres chez Underside, on prône cette différence. Et ça peut être tout en fait. Ça peut être des personnes considérées comme HP, séquentielles, non séquentielles, des hommes, des femmes, des personnes de cultures différentes, etc., etc. en fait. Et c'est ça, et je suis persuadé que c'est ça qui fait notre force également. On a des coachs chez Underside, et on a entre autres un coach chez nous qui s'appelle Laurence Piliard, qu'on fait venir régulièrement pour nos équipes, et pour qu'il puisse créer des moments privilégiés avec les managers, et qui puisse permettre aux équipes de pouvoir s'exprimer sur des points importants après 3 mois, 6 mois. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ne s'expriment pas, il y a des gens qui ont des facilités pour s'exprimer, et puis il y en a d'autres, en fait, qui vont faire monter la pression petit à petit, qui ne vont pas s'exprimer, et à un moment donné, c'est trop tard, et on perd la personne. Et donc, pour éviter ça, en fait, on fait un maximum, on fait venir, entre autres, Laurent. Et j'étais en train de travailler avec Laurent et un de mes managers. Et là, il y avait un problème qui se posait. Et clairement, en fait, c'était autour du comportement, des habitudes de la personne. Et la seule façon de résoudre ou de trouver une solution à la problématique qui se pose, dans ces cas-là, ben, c'est de s'intéresser à l'autre. Et vous devez profondément vous intéresser à l'autre, à ces mécanismes internes. Et à partir du moment où vous vous intéressez profondément à l'autre, et particulièrement lors de cette session-là, je me suis rendu compte de... C'est fou parce que plus je m'intéresse à l'autre, plus j'en apprends sur moi en fait. Plus j'en apprends sur mes réactions dans le passé par rapport à lui, etc., etc. Et il y a réellement un effet miroir qui se crée. Et donc, l'une de mes réalités à moi, de mes convictions, c'est que pour mieux se connaître, porter de l'intérêt et un intérêt authentique à l'autre est l'une des meilleures façons de se connaître. En parlant d'authenticité, je suis un fan, j'ai toujours été un fan de Steve Jobs, de Apple, d'autres sociétés aussi, mais voilà, ça fait partie de mes mentors extérieurs que je n'ai pas connus en fait, mais qui m'ont inspiré. Et je n'ai pas toujours pris le meilleur. Quand j'ai créé la boîte, et pendant de longues années, je l'ai appris que très tard dans mon parcours d'entrepreneur, j'avais cette tendance
à répliquer des schémas que je voyais chez Apple, qui est une boîte hyper secrète, et donc à ne pas exposer les mécanismes de l'entreprise à l'extérieur, à mes clients, à mes partenaires. Même si on a des problèmes, finalement, on ne les expose pas. C'était un peu ma façon de voir les choses il y a encore quelques années. Et pareil par rapport aux employés et aux collaborateurs. Je suis manager, je dois créer une couche, un niveau d'abstraction qui va les protéger de la pression. Ça, c'est ce que je pensais. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était une faiblesse, en fait. Et qu'il valait mieux bâtir l'ensemble des relations sur l'authenticité et la transparence. Parce qu'à partir du moment où vous parlez avec les gens comprennent mieux le cheminement qui a été effectué et ne se retrouvent pas d'une situation A à une situation B complètement différente de celle qu'ils ont connue sans en avoir connu tout le parcours pour en arriver là. Et l'authenticité, c'est réellement quelque chose qui va créer de la résilience au sein de l'entreprise. Parce que les gens vont avoir confiance en vous, parce que vous leur dites la vérité, et en même temps, vous leur apportez la vérité. Alors évidemment, vous êtes manager, donc vous allez vulgariser, vous allez quelque part les rassurer, vous avez tout ce parcours à faire, mais ça apporte réellement quelque chose aux entreprises. Et là aussi, quelque chose que je dis beaucoup pour l'instant à mes associés, managers, c'est que, vous savez, on a cette tendance en fait à être hyper réaliste parfois et à se dire « Mais enfin, je ne comprends pas ce que tu me dis en fait. Un ordinateur ou telle situation en fait, ou telle problématique, ça se résout comme ça. A plus B est égal à C, c'est une évidence. Pourquoi tu ne le comprends pas ?» Et on voit la personne et on lui explique comment A plus B font C. La personne sort de là, oui, vous avez peut-être démonté tous ses arguments, vous avez peut-être été hyper réaliste, mais elle sort de là frustrée. Alors que pour elle, c'était A plus B est égal à D, peut-être. Et là aussi, l'une de mes perceptions actuelles, c'est de se dire que la réalité ne compte pas, en fait. C'est dingue, hein? La seule chose qui compte, c'est leur paradigme à eux. C'est le paradigme d'autrui. C'est ce que les gens ont comme émotionnel sur telle ou telle, dans telle ou telle situation. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ça ne sert à rien de prouver aux gens que A plus B est égal à C. Essayez de comprendre pourquoi A plus B est égal à D pour eux. Et peut-être que A plus B est égal à D et qu'on aurait loupé quelque chose si on avait fait de grands argumentaires avec eux, en fait. Et enfin, je pense profondément que la vie d'un entrepreneur et la mission d'un entrepreneur, c'est effectivement de modifier la réalité pour qu'elle colle à notre envie, nos objectifs, et que finalement, en fait, être entrepreneur, c'est vouloir changer le monde. Merci à tous. Merci. Je suis à votre disposition, ouais. Vous nous parlez d'authenticité et de transparence d'une part, oui. Et d'un autre côté, que la réalité ne compte pas, c'est la perception qu'on en a. Oui. Il n'y a pas de contradiction? Non, parce que l'authenticité, en fait, c'est plus en fait la réalité perçue sur le moment. C'est-à-dire que si à un moment donné, bon après il y a des choses très pragmatiques. Je vous prends l'exemple en fait de Underside. Récemment est entrée au capital d'Underside la société Easy. Ça a pris 1 an. Alors avec Salvatore, le boss de chez Easy, on se connaissait depuis des années, on est amis. Mais ça a pris 1 an pour avoir ce cheminement entre les deux entreprises. Pendant ce cheminement, l'équipe de management, les associés, ont pris la décision d'exposer chacun des mécanismes et chacune des étapes à l'ensemble de la société. C'est ça que j'appelle de l'authenticité. Après, considérer à un moment T qu'avec les données qu'on connaît, en fait, la réalité à transmettre à l'autre, c'est celle-là, en toute authenticité, ben, c'est une chose. Est-ce qu'au moment où parce qu'au moment où on transmet cette réalité, on est convaincu profondément que c'est cette réalité. Peut-être que demain, j'apprendrai quelque chose qui fera que, ben non, c'était faux ce que j'étais en train de dire à l'époque, en fait, et je change d'avis. Mais je suis aussi dans l'authenticité à ce moment-là, et j'explique pourquoi j'ai changé d'avis. Ça répond à la question? Cool. Qui d'autre? Moi, c'est pas une question, simplement il y a très très longtemps que je n'ai pas assisté à un exposé où une personne se met comme ça à nu
devant son public. Merci. Écoutez mon chapeau. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de m'avoir écouté surtout. J'ai très impressionné. Merci, ça me fait chaud au cœur en fait. Et je ne pleurerai pas. Même avec 2, 3... Si, c'est possible. Christophe, est-ce que vous avez un autre rêve pour demain? Ou, bon, je sais que vous êtes occupé notamment avec Easy, pour Oui. l'instant, Oui. c'est l'actualité. Mhm. Mais demain, est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui Alors, file? oui, entre autres, en fait, chez Underside, dans tous les cas, ce qu'on désire faire, c'est ouvrir l'entreprise complètement aux employés qui la composent. Parce que je trouve le fonctionnement des entreprises actuelles complètement injuste, dans le sens où même si on n'est pas entrepreneur, c'est pas pour autant en fait qu'on n'a pas son mot à dire. Et quelque part, en fait, ce que je voudrais arriver à faire, alors je dois encore trouver tous les mécanismes on doit trouver tous les mécanismes pour pouvoir y aboutir, mais ce que je voudrais faire, c'est que les gens qui travaillent chez Underside n'échangent plus leur temps contre de l'argent. Réellement. Et je voudrais en fait changer ce paradigme et faire en sorte en fait que chacun soit propriétaire en partie d'Underside. Et évidemment, ça doit se penser. On doit faire de la prévention, on doit y mettre des règles quelque part, mais ça doit être des règles communes en fait. Mais ça, c'est l'un de mes points d'attention pour l'avenir. Une autre chose, et ça c'est un but continu, je pense, c'est que la technologie est arrivée à un niveau de maturité tel qu'elle s'efface devant l'usage. Ce qui compte, c'est plus la tablette que vous avez en main, c'est ce qui se trouve à l'intérieur et ce que vous traitez comme information avec la tablette, ce qu'elle vous rend comme service. Et je pense, et j'en parlais effectivement avec une partie de vous tout à l'heure, que la technologie, entre autres l'intelligence artificielle, grâce à l'automatisation de tâches ingrates, qui sont finalement un petit peu le travail à la chaîne moderne, qui est, je ne sais pas, répondre la même chose à un client 10 fois pendant la même journée, 100 fois pendant la même journée. Je pense en fait que ça, l'ordinateur, l'intelligence artificielle peut nous aider à extraire ces tâches ingrates à la seule et unique condition qu'il y a un contrat éthique et moral derrière et que le temps qui est libéré par l'intelligence artificielle pour nos sociétés, nos entreprises, serve à donner du temps de cerveau disponible à l'homme et de faire enfin, de rendre sa place à l'homme dans les conversations. Je parlais tout à l'heure de partager une tasse de café, et c'est littéralement ce qu'on a fait tout à l'heure. Moi, personnellement, ça m'a apporté quelque chose, en fait. De parler autour d'une tasse de café, d'échanger, et je pense que c'est là qu'on a les meilleures idées. C'est là qu'on peut se dire, tiens, j'ai pris conscience de telle chose, hein, pour en revenir à la présentation. Est-ce que finalement, en fait, les choses que l'on fait tous les jours, en fait, on ne pourrait pas les faire différemment, etc. Et donc, en fait, partir vers de la plus-value, là où l'humain est très bon. On est des machines pensantes, on est surtout des machines à identifier les différences et à réduire les différences sans cesse. Et je pense que c'est là où on est bon et qu'on perd notre temps sur des tâches répétitives. On est bon dans une chose qui est l'exceptionnel. Et ça, c'est quelque chose que les machines ne savent pas faire. Et donc vraiment, si les machines pouvaient faire toute la partie industrielle et toute la partie tâches répétitives et ingrates, et que ça puisse nous rendre en fait notre statut d'être humain dans les entreprises, ce serait un monde merveilleux pour moi. Ça a du sens? D'autres questions? Moi j'ai une question. Par rapport à la culture d'entreprise qui est liée à ton ADN, tu as parlé de la noblesse du travail accompli par l'effort, oui. la notion d'effort. Oui. Comment vous faites chez Underside concrètement, avec un exemple pratique, pour arriver à ce que cet état d'esprit de culture de l'effort soit présent avec tous les paradigmes actuels de la société dans laquelle on vit, oui. Et cette immédiateté et cette drogue fausse récompense des résultats immédiats sans effort. Tout à fait. Comment ça se passe? Parce qu'il y a plusieurs générations, il y a plusieurs âges. Tout à fait. Underside est une méritocratie. Okay. C'est la réponse que je peux te faire par rapport à ça. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de plan carrière, il n'y a que des opportunités en fait. C'est-à-dire que telle et telle personne vont pouvoir prendre à un moment donné un projet en cours ou venir avec un projet, une idée en fait, et pouvoir la mettre en place chez Underside
Alors évidemment, on en parle, on échange, on voit si ça a du sens pour la collectivité. Et la personne va pouvoir grandir au travers de ça. Les personnes vont pouvoir se distinguer au travers de leur effort pour le travail, etc. Mais on ne va jamais récompenser en fait, une personne parce qu'elle est là depuis 10 ans. Ça n'existe pas chez nous en fait. On va tout faire pour récompenser les actions, l'effort. Et c'est vraiment important de parler d'effort et d'implication et pas de résultats. Parce qu'on a tous un potentiel différent et qu'avec un effort en fait, qui proportionnellement peut être moindre, certaines personnes peuvent atteindre un niveau en fait, de résultat supérieur. Et ce n'est pas ça en fait, ce n'est pas le résultat qu'il faut récompenser, c'est l'implication qu'il faut récompenser. L'engagement. Oui, exact. Toi qui n'as pas fait d'études, oui. Tu as installé un système universitaire méritocratique au sein de ta société. Tu penses que l'université est méritocratique ? C'est quand même basé sur un système méritocratique. Tu trouves ? En fonction de l'effort. Moi, j'ai pas l'impression parce que tu peux avoir fait beaucoup d'efforts et ne pas être bien le jour de l'examen et te planter complètement. Et puis, combien de fois on ne dit pas non plus que certains profs ont leur tête ? Où est-ce qu'elle est, la méritocratie, là-dedans ? Il y a débat. On va pas dans le débat maintenant. Et l'échec Ouais. aussi, est-ce qu'on accepte le fait de grandir par ses échecs, je pense? Non, c'est ça aussi. Ça, c'est quelque chose, en fait, c'est sûr. Si j'ai un truc dont je ne vous ai pas parlé, en fait, c'est que 2 fois, j'ai fait une première année en fait, d'informatique, 2 fois, je l'ai réussi. Je me suis retrouvé en deuxième et je me suis dit, Christophe, qu'est-ce que tu fais quoi ? Donc tu as réussi, tu as arrêté après avoir réussi. 2 fois une première année. Et pourquoi avoir... Une fois à l'EFEC, une fois à l'ESI. Pourquoi avoir refait la première année? Ça n'avait, en fait, après la deuxième année, en fait, ça n'avait juste pas de sens. En fait. À chaque fois, je me disais, OK, j'ai réussi. Et en quoi la première année m'a appris quelque chose ? En quoi la première année, en fait, m'apporte quelque chose, en fait ? Alors, j'ai une question subsidiaire pour clôturer. Quelle est ta perception actuelle, maintenant que tu es 20 ans plus loin, après avoir créé la société et tout, tant en termes de profil de recrutement que vis-à-vis du regard sur la société, quel est le rapport que tu entretiens au fameux papier qu'il faut pour rentrer une société, le rapport au diplôme, par rapport au monde dans lequel on vit et la possibilité de créer ou de faire son trou sur base de tous les outils qu'on a à disposition sur Internet? Oui. Pour le papier, j'en ai rien à faire. Idem pour le recrutement pour ta société? Pour le recrutement, pour la société. L'équipe de management de chez Underside, il y a maintenant 2 à 3 ans, a pris la décision en fait, de baser son recrutement uniquement sur les soft skills. Donc les valeurs de la personne, ses dons intrinsèques, mais pas sur son système de connaissances. Et parce que ça, on se dit en fait que comme il y a un esprit d'équipe, en fait, comme il y a de l'empathie dans les équipes, les gens qui sont experts dans une matière peuvent enseigner à la personne qui arrive à partir du moment où elle partage les mêmes valeurs et qu'elle est reconnaissante à son tour. Ça, c'est le moyen de paiement pour apprendre quelque chose, c'est la reconnaissance. Et donc, on fait ça comme ça, en fait. On peut prendre jusqu'à 6 mois, parfois 1 an, avant qu'une personne ne puisse travailler sur un projet client. Mais clairement, en fait, il y a des universitaires chez Underside, il y a des collèges d'emploi. Je suis celui qui a le moins de diplômes, parce que j'en ai pas. Vu que j'ai terminé ma réto, et puis voilà. Mais oui, il y a des baccalauréats, il y a Hélène est universitaire, est ingénieur de gestion. C'est un des diplômes sans doute les plus conséquents. Et en termes de réussite et en termes d'apprentissage, on apprend à apprendre. Mais ça n'a pas joué, en fait. Seule la personne, seul le fait que, dans le cas de Hélène, en fait, elle était pleine de valeurs et que quelque part, en fait, elle pourrait un jour reprendre même carrément la succession, en fait, c'est quelque chose qui avait beaucoup plus d'importance à mes yeux et aux yeux de l'équipe, en fait. C'est un peu comme Salvatore Furaba, en fait, qui a fait la même philosophie que vous. Ah oui, c'est pas pour qu'ils sont maintenant actionnaires. Oui, mais là, C'est certain. Je partage tout à fait l'avis de monsieur, parce que j'ai un peu plus de 60 ans de carrière professionnelle. Donc, bravo. Bon. Mais j'ai entendu il n'y a pas tellement longtemps dans une conférence un professeur d'université qui disait qu'un acteur américain
avec ses élèves auxquels il allait remettre le diplôme et a dit pourquoi vous êtes ici? Pas parce que vous êtes intelligent, parce qu'on vous a formaté. Si vous êtes intelligent, vous aurez déjà votre entreprise. Ouais. Voilà, donc. Je ne suis pas très objectif par rapport au sujet. Merci pour le partage. Merci pour le partage en tout cas. Merci à vous. Merci à vous.